Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Nice et l'UFC Metz. Victoire de nos Messins sur le score de 2-1. Un match qui finalement s'est joué pour les Messins en première mi-temps, puisque la deuxième mi-temps a été un peu plus compliquée, avec notamment un rythme qui a été légèrement abaissé de la part des joueurs de Frédéric Antonetti. Et donc l'idée, c'est qu'un peu, on parle de ce match, de ce qui a marché, de ce qui a moins marché. Il y a beaucoup d'éléments à aborder. Et pour faire ce débrief, j'ai encore avec moi Monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu, Grenat Forever ? Bonsoir, monsieur Socket. Écoute, ça va toujours après les victoires, donc content d'être là. Ouais, ça va mieux que après les défaites, par exemple. Ah, ça va surtout mieux que déjà que dimanche dernier, hein. Une défaite dans le derby, on n'était pas bien, mais là, ouais, que ça fait du bien. Ah oui, là on est reparti de plus belle et donc c'est vrai que on est assez content de commencer cette semaine par un débrief que l'on vous propose. En plus, le débrief d'une victoire. Avant de commencer, petit rappel comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez nous donner dans les commentaires votre top et flop. On va faire cette partie avec Grenat Forever à la fin de ce débrief. Donc n'hésitez pas à nous donner votre top et flop et aussi vos impressions générales sur le match. Autre chose, comme d'habitude, vous pouvez vous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Encore un grand merci à ceux et celles qui se sont déjà abonnés, qui vont le faire à la suite de ce débrief. Dernière petite chose, vous avez à l'écran le programme de ce débrief que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Mais voilà, vous avez tout à l'écran, les éléments que l'on va aborder durant ce débrief. Est-ce que tu es prêt, Grenade Forever ? Je suis prêt. Très bien, j'espère que vous aussi qui nous écoutez, vous êtes prêts. Nous partons tout d'abord sur l'analyse tactique de ce match avec ce qui se passe du côté de Nice, Grenade Forever. Parce que du côté de Nice, on avait dit en avant-match, bon, il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient blessés, on avait fait un peu la liste, avec des conséquences notamment d'une réorganisation tactique. On rappelle que Nice est une équipe qui, sur les derniers matchs, se cherche un peu tactiquement. Aussi différent parce que lors du match aller, nous avons affronté une équipe qui avait aligné 5 défenseurs contre nous. Et on se disait, bon, vu que ça avait plutôt bien marché, même si la fin de match avait été compliquée pour eux, peut-être qu'ils allaient refaire la même chose. Ou alors, avec les absents dont on avait fait mention, peut-être un autre schéma tactique qu'on avait évoqué, notamment Grenade Forever, le 4-4-2 losange, qui avait été une piste qui avait du poids, surtout parce que il y avait un joueur qui s'appelait Monsieur Guiri, qui normalement aurait pas dû jouer, mais il se trouve que l'on a appris de manière assez surprenante que non seulement il était présent sur la feuille de match, mais qu'en plus il était titulaire sur le terrain. Ce qui, on peut le dire, Grenade Forever, on va dire, a un peu rabaissé ton optimisme que tu avais avant le match. Quand tu as vu Gouiri, tu t'es dit, bon, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu quand même. Ah bah bien sûr, c'est un peu c'était quand même leur joueur en forme, donc forcément le fait qu'ils soient pas là, toujours une force en moins pour Nice et du coup une force en plus pour nous. Donc le fait qu'ils soient finalement là, tu te disais que merde. Peut-être que offensivement les Niçois finalement ils allaient peut-être plus nous emmerder que ce qu'on pensait avant 10h le matin quoi, quand on a appris ça. Ouais, bien sûr. C'était une petite inquiétude parce que l'on sait que Gouiri est la grosse force de frappe du côté de Nice. Si vous avez un peu suivi notamment les matchs de Nice, pas tout le monde bien sûr, mais Gouiri c'est vraiment le joueur qui porte ou qui essaie de maintenir à flot le GC Nice, qui est un peu en difficulté à l'heure actuelle en championnat. Il en était à 8 buts marqués avant le match contre Metz. Il est passé à 9 puisque Gouiri a marqué justement le seul but du match pour Nice. Mais c'est vrai que c'était un joueur donc hyper important et donc l'avoir sur le terrain pour eux faisait que ça pouvait un peu nous compliquer la tâche défensivement et les rendre un petit peu plus menaçants offensivement quand vous regardez la composition d'équipe et notamment le schéma. Donc on est plus sur un schéma. Alors j'ai établi ce schéma avec différentes applications, notamment sur les positions moyennes des joueurs sur la rencontre. On est plus Grenade Forever sur un 4-3-3, avec par contre la défense, tu vois, pour le coup, on avait vu juste avec Camara, Saliba, Todibo et Pelmar. Le milieu défensif, Boudaoui, c'était aussi annoncé en avant-match, confirmé, accompagné des deux milieux de terrain, Lesmelou et Claude Maurice. Et donc l'attaque, Gouiri qui retrouve son côté gauche, sur lequel il aime bien évoluer.
Et en pointe, alors Maolida qui effectivement était aussi sur l'incertitude, hein. On sait qu'il était appelé, mais beaucoup d'incertitude de savoir est-ce qu'il allait débuter ou pas le match. Finalement, il est titulaire à la pointe de l'attaque. Et donc Ndoye qui complète cette attaque sur le côté droit. Et on peut dire que la présence de Gouiri aura peut-être aura eu finalement une influence importante sur le match, puisqu'on va en parler juste après. Mais donc en tout cas, voilà un peu le schéma tactique employé par Nice sur le terrain. Là où Grenade Forever, j'aimerais avoir un peu plus d'éléments de ta part, c'est côté FC Metz. Parce que le FC Metz, lui, dans son schéma habituel, hein, qui d'ailleurs, petite précision, ressemble, et j'avais déjà évoqué je crois lors du débrief du match de Strasbourg, ressemble de plus en plus à un 3-5-2 que vraiment à un système, tu sais, 3-4-3 hybride. Puisque, pareil, les positions moyennes nous apprennent que on n'a pas vraiment un avant-centre à proprement parler, mais on a vraiment, tu sais, un deuxième attaquant qui lui est beaucoup plus sur le côté gauche du terrain que dans l'axe. Mais c'est vrai que on va en parler en détail ligne par ligne. Mais en tout cas, c'est une chose qu'on avait déjà remarqué contre Strasbourg et qui commence à nouveau se réaffirmer avec le choix des joueurs. Le choix des joueurs Grenade Forever, tout d'abord, j'aimerais avoir ton avis sur l'aspect de la ligne défensive, avec notamment les pistons gauche et droite, mais surtout piston gauche, puisque ça n'est pas Thomas Delaine. Alors j'imagine que tu as dû être un peu énervé, ou en tout cas un petit peu déçu, d'apprendre que c'est Udol qui est aligné en tant que piston gauche et non Thomas Delaine. Toi, Grenade Forever, quand tu vois cette compo, tu te dis quoi? C'est un peu de l'incompréhension qui prédomine ou pas? Ah, moi j'étais dégoûté. J'ai pas compris pourquoi. Le matin, je ne comprenais pas pourquoi ça me paraissait inconcevable que Delaine ne commence pas après son match contre Strasbourg. Après, j'ai essayé de me dire que le fait que Guiri soit peut-être là, j'ai essayé de comprendre Frédéric Antonetti à se dire, effectivement, si on a envie de bloquer Guiri qui nous avait fait mal au match aller et qu'on pouvait supposer qu'il allait peut-être changer de côté, bah peut-être d'avoir un Mathieu Hudol pour sécuriser ce couloir, je veux comprendre que ça aurait eu du sens. Même si ça t'enlevait un potentiel danger avec Thomas Delaine, vu que le côté droit de Nice, défensif avec Pelmar, était leur côté faible. Mais voilà, je peux comprendre qu'avec Guiri, Antonetti a décidé de jouer la sécurité, même si après on verra qu'il a finalement pas été de son côté. Mais je pense que c'est, pour moi, si Guiri n'était pas là, je pense que Delaine aurait joué. Il faudrait poser la question à Frédéric Antonetti, mais j'en suis quasiment persuadé. Mais pour le coup, ça n'a pas de sens de penser comme ça, puisque Gouiri a évolué sur le côté droit du FC Metz, le côté gauche de Nice, donc il n'était absolument pas au contact du latéral gauche de Metz. Mais là, on part du principe que Ronny Lopez n'est pas là et que du coup, Guiri va jouer peut-être à sa place. Bah toi c'est ce que tu pensais, mais au final finalement Urcea, l'entraîneur de Nice, a pas calculé. Pour lui, Gouiri est habituellement un ailier gauche et pas un ailier droit. Aucune raison de pas mettre Gouiri dans les meilleures dispositions. Et finalement, il mettra plutôt, et c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis Ndoye en tant qu'ailier droit sur le côté de Mathieu Hudol. Alors c'est vrai que là où tu as peut-être raison, c'est que peut-être que Antonetti, ne sachant pas au vu de cette nouvelle information qui arrive encore une fois dans la matinée, peut-être qu'il se dit qu'il y a un risque que Gouiri soit aligné en tant que, tu vois, en tant qu'ailier droit, et donc sur le côté d'Udol Delaine, et que finalement changer en dernière minute et mettre Udol a du sens. In fine, bah, on se rend compte que de toute façon, avoir pensé vis-à-vis de Gouiri n'aura servi à rien, puisque Gouiri effectivement est ailier gauche et non ailier droit. Mais en tout cas, t'as raison sur un point, c'est que il a beaucoup plus pensé vis-à-vis de l'adversaire sur son choix de mettre Udol plutôt que Delaine, plutôt que de se dire, en fait, c'est moi qui impose mon choix, au final. Quand tu réfléchis bien. Il s'adapte à son adversaire, et ça, je suis d'accord avec lui. Hein. Ouais, il s'adapte, mais il profite pas, je dirais,
de la lancée qu'a Delaine, qui, je vous rappelle, a fait quand même un bon match offensivement contre Strasbourg, en marquant d'ailleurs en plus durant ce match. Même si défensivement, on peut encore avoir quelques éléments qui peuvent tempérer la chose. Il a voulu se rassurer aussi défensivement, et puis de toute façon, on va parler du match, au final, il aura eu encore une fois raison, M. Antonetti. Donc, Ouais, c'est clair. Donc, il y a cet élément-là à signaler, donc la présence d'Udol en lieu et place de Delaine. Accompagné donc d'une autre question, c'est la question du milieu de terrain, parce que si vous vous souvenez bien, durant cet avant-match, j'avais évoqué l'idée où, historiquement, quand la doublette Maïga-Sarr était alignée sur le terrain, Sarr était beaucoup plus milieu central gauche et Maïga milieu central droit. La chose on va dire, a commencé à évoluer par rapport à Strasbourg. C'est-à-dire que Strasbourg, si vous regardez les positions moyennes, vous voyez un Maïga qui est hyper axial et un Sarr qui est légèrement sur le côté droit de Metz. Là, pour le coup, à nouveau, les positions moyennes nous montrent que Maïga est vraiment sur le côté gauche et Sarr est vraiment sur le côté droit. Donc milieu central gauche pour Maïga, milieu central droit pour Sarr. Ça montre donc Grenat Forever qui a on a enfin mis un peu de clarté sur ça et donc on a assumé ce changement de côté. Et d'ailleurs, on avait expliqué, moi j'avais expliqué que pourquoi est-ce que je souhaitais ce changement de côté, c'est parce que dans l'optique où c'était Delaine qui était aligné latéral gauche, donc piston gauche, je préférais avoir Maïga sur ce côté-là parce que au moins je sais que défensivement, ça apporte peut-être plus de valeur sûre que Sarr. On verra que Sarr aura fait quand même un très bon match défensif par la suite, mais en avant-match, on est plus rassuré, je pense que tout le monde est d'accord dessus, sur le fait que Maïga est un meilleur défenseur que Sarr. Et donc je me disais, je préfère avoir, si Delaine est aligné sur le côté gauche, avoir un Maïga sur le côté gauche, au moins ça laisse moins d'espace vide à couvrir. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand il y a un espace vide, notamment devant les défenseurs devant eux, qu'est-ce qu'ils vont tendance à faire? Ils vont avoir tendance à sortir de leur ligne. Et donc pour le coup, si tu te fais prendre rapidement en enchaînement, tu peux vite te faire prendre dans le dos parce que l'un de tes centraux est sorti. Et donc pour le coup, Maïga effectivement est placé central gauche, Sarr central droit, mais là avec Udol et non Delaine. Ce qui fait que tu gagnais déjà une sécurité défensive en mettant Udol sur le poste de piston gauche. Tu gagnes à nouveau une sécurité défensive qu'on a Forever en mettant Maïga plutôt sur la partie gauche du terrain que la partie droite. Hein. Ah mais clairement, mais là il a joué la sécurité. C'est pour ça que c'est assez étonnant encore de peut-être pas avoir eu Delaine. C'est qu'en mettant Maïga là, tu pouvais te dire t'avais une certaine sécurité. Bon là en mettant Maïga et Udol, il a préféré vraiment se sécuriser défensivement parce qu'il a vu que les 2 derniers matchs on prenait on manquait un peu de rigueur défensive. Donc, ça j'ai aussi envie de dire, je peux le comprendre. Et on prend en plus le deuxième but contre Strasbourg venant du côté de Delaine et du côté gauche du FC Metz, hein, le deuxième but. Hein. Le centre vient de la gauche. Il a voulu se rassurer et rassurer tout son secteur défensif, quoi. En mettant par la même occasion un Sarr dans un environnement où il sait qu'il y aura à la fois la présence peut-être défensive de 111 qui est un petit peu plus prudent que ce que pourrait être un Delaine sur le côté gauche. Un latéral qui est un petit peu plus méfiant quand même s'il a des capacités offensives, 111, mais il sait qu'il y a la couverture d'un Braun et aussi la couverture d'un 111. Donc pour que Sarr aussi puisse évoluer de manière assez épanouie offensivement parlant, et donc le mettre de ce côté-là, avec en plus un ajout important, c'est l'ajout, on y viendra juste après, mais d'un ailier droit, en tout cas d'un joueur qui a beaucoup tendance à rester sur le côté droit, c'est-à-dire Lamine Gueye, qui apporte en plus une sécurité défensive, là aussi permettant à Sarr, d'évoluer beaucoup plus librement quand il va avoir le ballon et de faire un peu son travail de réorientation du jeu comme il aime le faire. En tout cas, on voit qu'il y a un changement assumé sur ce milieu de terrain, à voir si ça va se poursuivre par la suite, mais assez étonnant qu'on ait un peu abordé cet aspect-là en avant-match et qu'on retrouve justement ce changement-là durant la composition de Frédéric Antonetti. Par la suite, Boulaya, comme d'habitude, en position de créateur, qui
on va en parler durant l'analyse du match en lui-même, mais aura eu aussi un rôle défensif très important. Hein, c'est aussi un élément qui contribue à ce milieu de terrain à ne pas négliger. Et là, parlons de l'attaque. On avait dit, Grenade Forever, que l'incertitude sur quel duo l'incertitude était présente. Incertitude confirmée. Quand tu vois ce duo Wagner-Lamine Gueye, tu me disais, Grenade Forever, juste avant le match, qu'on l'avait déjà vu contre Lyon, ce duo-là. On l'avait eu contre Lyon, ouais. Et ça n'avait pas été non plus une très très grande réussite. Non, ça n'avait pas été une très très grande réussite, mais ça avait eu le don au moins de fatiguer un peu, si on peut dire ça, là, la défense lyonnaise et d'avoir permis après aux entrants de faire la différence. Ouais, pour le coup, effectivement, c'est vrai que ça avait bien embêté cette défense de Lyon. Avec donc ce que je disais juste au début de la présentation tactique, le fait que on est vraiment sur deux attaquants qui, pour le coup, s'occupent chacun de leur côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Wagner axial, on a un Wagner qui est beaucoup plus sur le côté gauche, et donc un Lamine Gueye qui, comme d'habitude d'ailleurs, est beaucoup plus sur le côté droit. Donc on est beaucoup moins Grenade Forever sur cette idée, tu sais, de schéma hybride, pour le coup. Tu vois, il faut, quand tu regardes les positions moyennes, il y a une légère évolution par rapport à ce que l'on a l'habitude de connaître depuis quelques matchs. Hein. Ah bah oui, non, mais c'était... Oui, Ah bah, au vu de la compo, on se dit pas forcément ça, mais c'est vrai que quand un Lamine Gueye qui colle la ligne comme ça et un Wagner qui n'est pas vraiment positionné où on aimerait peut-être qu'il le soit, ça fait que ouais. Mais alors après, est-ce que c'est peut-être pas un choix tactique assumé, tu vois, de se dire, ben non, Wagner, je ne veux pas que tu sois axial, peut-être parce que je veux pas que tu sois dans le duel physique avec les défenseurs centraux. On rappelle quand les défenseurs centraux en face, c'est quand même Todibo et Saliba, c'est quand même des défenseurs assez physiques. Donc est-ce qu'il a pas dit genre ouais, je veux que tu écartes un peu plus sur le côté gauche? Et d'ailleurs, quand on va en parler de certaines actions, mais tu vois, l'une des actions où il a pu se montrer utile, c'est quand il écarte sur la gauche et qui reçoit le ballon de Boulaya, tu sais, quand il remet après derrière la balle à Hudel qui va frapper au but. Pour le coup, c'est une illustration tactique de Wagner, je veux que tu écartes un peu plus sur le côté quand tu reçois la balle, plutôt que tu sois vraiment un pion, tu vois, dans l'axe du terrain où tu vas être beaucoup mis à mal par la défense adverse. Hein. C'est peut-être une idée aussi qu'il a derrière. Hein. Oh mais il avait certainement une idée derrière la tête, hein. On connaît Federico Antonetti, lui, il prépare quand même assez bien ses matchs, donc s'il a fait ça, c'est que il avait une idée derrière la tête. Il savait que les côtés faibles peut-être de Nice, c'était vraiment les latéraux. Il s'est peut-être dit on va essayer de jouer dans le dos des latéraux avec Wagner, entre les deux centraux et le latéral, parce qu'on avait peut-être peur aussi de la charnière centrale. Todibo Saliba, parce qu'on avait vu que contre Saint-Etienne, on s'était fait un peu manger par cette charnière et qu'on avait eu du mal à peser offensivement. Donc je pense que c'était un choix tactique. Ouais, et clairement, c'est encore une fois, c'est comme pour la question du milieu de terrain. Est-ce que ça va se poursuivre dans les matchs futurs? Ça va être intéressant de l'analyser justement. Est-ce que c'est juste qu'un one shot? Ça, c'est un élément qui va bien sûr attirer notre attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, on a un peu parlé de tous les postes. Il y a quelques modifications tactiques qui étaient intéressantes à surveiller pendant le match. Justement, Ronda Forever, le match, nous y allons. Hein, peut-être la première. Avec, si tu veux, Grenade Forever, on peut parler un peu du match en général. On peut s'attarder aussi peut-être sur les buts à un moment donné. Mais tout d'abord, le match en général. On est d'accord, Grenade Forever, que ce match est un peu, dans l'idée, une copie de ce que l'on a voulu mettre en place vis-à-vis du match contre Strasbourg. Je m'explique. Un pressing fort exercé durant les 15-20 premières minutes. On peut même dire là pour le coup pour Nice, on a voulu étendre ce pressing là sur la mi-temps entière. Finalement, Grenade Forever, on voit qu'il y a une mentalité nouvelle qui est instaurée depuis quelques matchs, différente de ce qui se passe depuis les mois précédents. Je m'explique, les mois précédents, on veut plutôt être fort en deuxième mi-temps, mettre plus d'intensité en deuxième mi-temps. Là, pour le coup, depuis quelques matchs, et le match de Nice le montre, on veut mettre de l'intensité dans la première mi-temps. Avec en plus un bénéfice énorme. Tu marques quand même 2 buts en première mi-temps.
Et donc, pour le coup, tu réussis ton entrée en matière, hein, ton entame de match. Je sais pas ce que tu en penses, Gonna Forever, mais c'est quand même quelque chose de nouveau et qui, en plus, est bénéfique sur ce match. Non, mais tu veux mettre de l'intensité en première mi-temps parce que la succession des matchs et à l'instant T fait que Metz, en ce moment, n'arrive plus à tenir sur toute la durée d'un match physiquement, même si là, on était quand même un peu mieux hier. Mais donc voilà, je pense que l'objectif maintenant, c'était plus forcément de fatiguer l'adversaire et de faire nous la différence en deuxième, mais c'est un peu l'inverse. C'est de les prendre à la gorge, de faire la différence en première mi-temps et de pouvoir être dans la gestion en deuxième mi-temps et de jouer certains coups à fond si on peut sortir une ou deux fois en deuxième pour essayer de piquer. Et c'est ce qui s'est bien passé parce qu'on les a pris à la gorge. Tu mets 2 buts et après tu peux avoir ce scénario où Metz est dans la gestion et donc ne prend pas l'eau physiquement. Ouais, alors ce choix Grenade Forever de miser sur la première mi-temps avait d'autant plus de sens que Nice a joué 3 jours auparavant. Et que tu pouvais, entre guillemets, tu pouvais un peu les inonder dans l'entame de match, sachant qu'ils avaient joué 3 jours auparavant et qu'ils n'auraient peut-être pas pu tout de suite remettre en marche rapidement la machine. Hein. Mais ce qu'a dit Frédéric Antonetti, c'est intéressant parce qu'il dit bien que l'objectif était de faire un pressing de folie entre guillemets en première mi-temps, parce qu'on savait qu'ils allaient être émoussés physiquement. Ouais, pour le coup, ouais. On savait qu'en faisant ça en première mi-temps, Nice est obligé de se découvrir en deuxième, et forcément en deuxième mi-temps avec déjà 45 minutes dans les pattes, si tu dois en plus sortir en étant mené 2-0, bah t'es vite émoussé et le FC Metz n'avait plus qu'à piquer en contre. Ouais. Donc en fait, sur le papier, c'était intéressant de penser comme ça. Ouais, c'était très, très intéressant. Alors, moi j'ai émis, tu sais, après le match, une idée, c'était sur ce choix de presser haut, et donc pour le coup de donner beaucoup plus d'importance dans le jeu, dans la surface de réparation adverse, puisque à partir du moment où tu presses haut, les opportunités que tu vas avoir dans la surface adverse seront beaucoup plus importantes. Et alors je vais peut-être avancer un peu dans le match, mais moi je m'étais dit, c'est quand même bizarre parce que tu vas quand tu prends ton effectif des attaquants, t'as quand même dans ton effectif un attaquant comme Leia Iseka, qui, à défaut de faire du contenu extraordinaire, a quand même une force importante, c'est son réalisme offensif. Je veux dire, on est sur un joueur qui, dans la surface de réparation, on peut dire ce qu'il en est réaliste offensivement. Il l'a montré contre Nantes, il l'a montré récemment contre Amiens en profitant d'une erreur et en étant justement placé là où il le faut dans la surface pour exploiter cette erreur. Moi, je me dis Grenade Forever, alors c'est quand même un peu osé de dire ça parce qu'on a quand même mis 2 buts en première mi-temps sous ce pressing fort, hein. Mais je me dis que finalement, un Leia Iseka aurait peut-être plus eu d'opportunités de s'exprimer dans ce schéma-là, dans cette volonté tactique de presser haut, plutôt qu'en deuxième mi-temps où Metz a voulu reculer, a voulu jouer des ballons longs. Et là, on sait très bien que Leia Iseka ne peut pas emmener avec lui la balle. Tu vois, on sait qu'il peut pas emmener la balle avec lui comme le peut faire un Open-Get. Open-Get, il peut prendre la balle et partir tout seul vers le but, faire son numéro, on le sait. Mais Leia Iseka, c'est un finisseur. C'est pas un mec qui va emmener la balle avec lui. Est-ce que tu penses, Grenade Forever, qu'un Leia Iseka, dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de presser l'adversaire haut, avoir des opportunités dans la surface, aurait été peut-être beaucoup plus, je dirais, mise en valeur que, par exemple, je sais pas, que Wagner, dont on sait qu'il a fait un match intéressant, mais il a beaucoup gâché, notamment dans des dribbles qui n'ont pas été bénéfiques, hein, où il a perdu les ballons au final. Toi, est-ce que tu penses que sur cette première mi-temps, un autre attaquant que Wagner, par exemple, aurait pu être plus intéressant? Plus intéressant, je sais pas, mais oui, moi j'étais sûr que ça allait être Iseka, hein, juste parce que pour peser déjà sur la défense centrale de Nice, que j'avais un peu peur, je me suis dit, s'il y a un joueur qui peut au moins peser un peu, ça serait bien lui. Donc j'étais assez étonné de voir Wagner, assez surpris de ne pas voir Iseka, mais après ça reste un choix, et Wagner, je peux comprendre aussi qu'il ait été mis là, hein, mais... Ouais, si l'objectif, et comme l'a dit Antonetti en fin de match, était de faire un pressing vachement haut en première mi-temps, c'est vrai que la solution d'Iseka, d'avoir un mec comme ça, qui est en plus assez grand dans la surface,
ça aurait peut-être été plus judicieux que Wagner. Ouais, même si pour le coup, Grenat Forever, comme j'ai très bien dit, c'est... Même si je peux comprendre un pressing haut avec un Wagner pour pouvoir combiner aux abords de la surface, ça peut être aussi intéressant. Hein. Bien sûr, effectivement, oui. Alors, pour le coup, oui, si l'objectif était vraiment de ne pas avoir une pointe, mais d'avoir vraiment un attaquant excentré gauche, comme on l'a dit juste au début sur sur l'analyse tactique, pour le coup, effectivement que Wagner a du sens. Mais je me dis que si tu veux presser, que tu veux avoir de la présence dans la surface, pour le coup, ouais, Leia Iseka est mieux dans la surface qu'un Wagner. Même si Wagner a montré à Nancy qu'il pouvait très très bien dans la surface, tu sais, s'illustrer notamment sur le jeu aérien. Vous irez voir des highlights de Wagner. Wagner a mis quand même des buts de la tête, alors qu'il est quand même pas très très grand, mais il a quand même il sait se démerder dans une surface aussi normalement. Après, à l'instant T, Leia Iseka est beaucoup mieux dans la surface qu'un Wagner Diaz. Je pense qu'on n'a pas trop on n'a pas trop de différence d'opinion à ce sujet. Donc c'était intéressant de voir cela, mais comme je l'ai dit, Grenat Forever, je mets en avant cette idée. Il y a quand même 2 buts qui ont été marqués en première mi-temps, qui font que ça aurait peut-être pas fondamentalement changé la phase de la première mi-temps. Difficile de faire même mieux en première mi-temps que ça, hein, même avec un choix d'hommes différent. La deuxième mi-temps, peut-être que ça aurait été mieux d'avoir un Wagner rentrant, tu vois, pour harceler notamment le porteur de ballon qui tente d'organiser offensivement les attaques de Nice, hein, plutôt qu'un Leia Iseka, dont on sait que Leia Iseka n'a pas forcément la caisse pour pouvoir faire un pressing sur l'adversaire. Peut-être qu'un Wagner rentrant pendant 30 minutes aurait pu, tu vois, bien rentrer dedans, et ça aurait été intéressant. C'est une idée. Mais encore une fois, voilà, on va pas non plus cracher sur les 2 buts marqués en première mi-temps. Justement, Grenat Forever, les buts marqués en première mi-temps. Commençons par le premier. Coup de pied arrêté. Tiens donc. Hein, sujet intéressant. D'ailleurs, Grenat Forever, on critique souvent le fait qu'à Metz, on tire les coups de pied arrêtés avec notamment, tu sais, le tireur est toujours un Gugus qui se balade près du tireur. Pénible. Ah, c'était pénible. Mais pour le coup... Sur ce coup-là, Grenat Forever, c'était une combinaison payante. Pour le coup. Je me souviens au début de la combinaison, quand tu fais le corner à 2, je dis putain, c'est pas possible. Ah, moi aussi, j'étais énervé. 10 secondes après, il y a le but. Mais. Bien sûr. On le montrera bien sûr en image. Alors on ne montrera pas la vidéo puisque vous savez que pour des questions de droit d'auteur, nous n'allons pas montrer la vidéo du but. On va faire un peu des arrêts sur image. Il y a donc ce 1-2 avec Boulaya et Wagner. Wagner qui la redonne à Mathieu Hudol, hein, qui pour le coup s'est rapproché donc des tireurs. Mathieu Hudol tente une frappe ou un centre. On peut débattre. Est-ce que c'était un centre ou une frappe? En tout cas, la frappe ou le centre, si je me trompe pas, c'est, je crois que c'est Lesmelou qui doit la stopper, hein, et elle revient dans les pieds de Boulaya. Boulaya qui frappe. Alors, objectivement parlant, vous regarderez à nouveau la frappe. Pour moi, Boulaya veut frapper au but. Je pense qu'on est d'accord, Grenat Forever, il veut frapper au but. Hein. Ah, bien sûr. Tu penses qu'il cherche, il cherche le deuxième poteau en fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'en tirant, il sait que même si elle est contrée la balle, dans la zone où il la met, soit ça peut faire un CSC, soit une jambe qui traîne et ça peut aller au fond. Donc il choisit la bonne zone en plus. Oui, parce que vous regarderez dans l'arrêt sur image que l'on fait, mais il y a quand même 3 joueurs messins dans dans la zone des 6 mètres. On a Kouyaté, Braun et Maïga qui sont présents pour un seul Niçois dans la zone des 6 mètres. Hein. C'est cette petite zone rectangulaire des 6 mètres. Donc il y a une surprésence pour le coup des Niçois. Et donc, si on peut dire, un mauvais coup joué de la part des Niçois, puisque il y a un seul Niçois qui couvre au final 3 joueurs messins. Peut-être que si ce Niçois-là avait joué le hors-jeu, peut-être que finalement les messins auraient été hors-jeu et le but aurait été refusé. Pour le coup, puisque donc la frappe de Boulaya, elle est reprise par Kouyaté qui stoppe sa course et qui permet de tromper Benitez. Donc c'est peut-être mal joué de la part de Nice, c'est quand même bien joué de la part de Metz. Avec en plus Grenat Forever, une chose importante, Kouyaté est donc un marqueur buteur sur cette action, et ça fait que les 3 centraux de Metz sont marqués cette saison, mine de rien.
exceptionnel. C'est exceptionnel, ouais. On est content pour eux, on est content pour Kouyaté, il le mérite depuis tellement longtemps. Puis ça va lui faire du bien après peut-être l'un de ses plus mauvais matchs qu'il avait fait sous le maillot messin la semaine dernière, donc ça va lui faire du bien. Ouais, parce qu'en plus, tu sais, on vantait les qualités Ah. de Kouyaté sur les coups de pied arrêtés. On disait, mais c'est pas possible. En plus, tu sais que sur les coups de pied arrêtés, depuis de nombreux matchs, on voit que les tireurs cherchent Kouyaté. Généralement, tu sais, au deuxième poteau, à chaque fois pour essayer de jouer sur son avantage de taille et aussi sur son jeu de tête. Bon, là, il a pas marqué un but de la tête, mais pour le coup, il est bien placé au bon endroit pour profiter de cette frappe de Boulaya. Et ben, on est content d'avoir une de ses qualités exploitée finalement, tu vois, sur les coups de pied arrêtés. Ah, puis il y a des matchs où il a eu des corners ou contre Montpellier, ça passe pas loin. À chaque fois, ça passait pas loin. Donc là, c'est bien qu'il soit récompensé. Enfin, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. Donc en tout cas, forcément, ça nous a énormément ravis d'avoir ce but marqué donc par Kouyaté. Maintenant, Grenat Forever, il y a le deuxième but qui là, pour le coup, a suscité du désespoir. Alors c'est paradoxal, mais Grenat Forever, qui donc est un ultra fan de Delaine, a forcément eu une arrière-pensée un peu négative hein, quand il voit donc ce deuxième but marqué par tout d'abord Boulaya qui fait une très bonne temporisation sous le pressing, je crois, alors je sais plus, peut-être que je crois que ça va être Claude Maurice qui doit faire un pressing sur lui. Et donc Boulaya redonne la balle en profondeur sur Mathieu Hudol qui est sur le côté gauche du terrain le long de la ligne de touche. On voit tout de suite, avant qu'il centre, qu'il y a de la présence messine dans la surface de réparation Grenat Forever. On a la présence de Wagner et la présence de Lamine Gueye. Hein. Donc déjà, c'est important de signaler que ouais, il y a de la présence. Quand on veut avoir de la présence de la surface, on peut avoir de la présence de la surface. Il faut noter donc la présence de Lamine Gueye entre Saliba et Todibo. C'est très important. Parce que certains, et ils ont en partie raison, mettaient le deuxième but messin sur le fait que défensivement, les Niçois avaient peut-être un peu, tu sais, un peu tiré dans leurs pieds sur ce but, hein, parce que le marquage ou alors la présence est un peu limitée. Il y a quand même un bon placement de Lamine Gueye entre les deux centraux. Hein, faut pas l'oublier. Mais évidemment que cette présence entre les deux centraux et l'exploitation du léger espace qu'a Lamine Gueye n'aurait été rien, Grenat Forever, si Mathieu Hudol nous avait pas fait un caviar de centre, hein, bien évidemment, hein, pour permettre à Lamine Gueye de marquer ce deuxième but. Alors je disais Grenat Forever, mais donc Mathieu Hudol qui centre de la sorte parfaitement. Toi forcément, qui est fan de Delaine, tu t'es dit... il me casse les couilles ce petit là. Qu'est-ce qui fait chier à me faire un tel centre pour permettre le deuxième but messin? Il fait chier, non? C'est un peu deg parce que oui, j'aime bien Delaine, mais j'adore aussi Mathieu Hudol. Et faire une galette comme ça, c'est digne des galettes que Delaine nous met en Ligue 2. Mais le centre est magnifique, donc puis l'appel est bon. L'appel est même très bon de Lamine Gueye. Donc l'action est magnifique et ça fait un deuxième but qui est vraiment beau et tant mieux pour Mathieu Hudol parce que du coup on a vraiment deux latéraux finalement qui se tirent la bourre côté gauche et qui j'ai l'impression le fait de cette concurrence saine les tire tous les deux vers le haut vraiment cette année t'as pas un numéro 1, un numéro 2, t'as vraiment deux numéros 1 en puissance et qui peu importe celui qui joue va t'apporter satisfaction. Ouais. Et puis il a permis de sublimer Lamine Gueye qui met un très joli but parce qu'il a un très bon appel même si le marquage laisse à désirer, mais l'appel, il a le mérite de le faire dans le bon tempo, le centre est bon. Ça fait 2-0 et tu enterres un peu plus les Niçois à ce moment-là du match. Alors, oui, t'enterres un peu les Niçois, et donc c'est transition parfaite pour un peu aborder la deuxième phase du match qui va être beaucoup plus une phase défensive et qui va justement faire que l'on va un peu plus s'attarder sur le travail défensif du FC Metz parce que la deuxième mi-temps, pour le coup, on a laissé la balle aux Niçois qui reviennent en deuxième mi-temps avec une volonté d'essayer de revenir dans le match. Et donc oui, là on va solliciter le travail défensif des défenseurs centraux, des pistons, mais aussi des milieux de terrain. Ça va nous permettre de parler un peu de tous ces éléments-là. Et donc ce qui se passe,
c'est qu'on se demandait comment va se passer la deuxième mi-temps. Il y a Grenade Forever cette idée que on regarde un peu comment ça va se dérouler, on se dit bon, ok, la deuxième mi-temps, on risque peut-être de perdre du rythme parce que là, on a beaucoup donné en première mi-temps. D'ailleurs, c'est des choses qui ont été confirmées par Antonetti, qui a très bien dit que la première mi-temps avait été le signe d'investissement physique important et que le risque, effectivement, de tomber un peu en rade, tu vois, en deuxième mi-temps, était présent. La deuxième mi-temps nous amène avec donc ce but venant d'un penalty, mettant en évidence peut-être l'un des éléments qui aura été le moins performant sur ce match. On va peut-être y venir dans les top et flop, mais Monsieur Santons qui nous fait une faute sur Guiri, parce que Guiri est placé entre Santons et Braun, et Santons qui, à mon sens, Gonna Forever fait faute sur un Guiri. Est-ce que c'est un peu inutilement dans le oui et non, mais j'ai l'impression quand même que il y a le retour des défenseurs messins, des centraux qui est là. Guiri, probablement qui peut frapper peut-être que premier poteau. Toi, tu as le sentiment aussi que la faute de Santons, elle est peut-être un peu inutile à cet endroit-là? Elle est inutile à cet endroit-là, à ce moment du match. Je pense qu'il n'a pas besoin de faire faute parce que derrière, en plus, tu peux encore avoir un des centraux qui va couper. Puis même lui, je suis persuadé avec sa vitesse, il peut la reprendre sans forcément mettre le pied. Il est un peu beaucoup naïf sur l'action-là, Fabien Santon. Puis il a malheureusement le mérite de relancer les Niçois, qui étaient quand même, on peut le dire, même s'ils avaient la maîtrise du ballon en début de deuxième période, ils nous avaient pas mis en danger et Metz se défendait vraiment, j'avais envie de dire, dans un fauteuil jusqu'à ce penalty. Ouais, sans panique en fait, Sans panique et malheureusement, forcément, tu te prends le risque après que Nice revienne à 2-1, ce qui s'est passé. Et après, c'est normal, vu les derniers matchs, d'avoir peut-être un petit peu peur, d'avoir un peu un doute qui s'installe, certaines fébrilités et donc une agressivité qui augmente. Donc voilà, tout ça à cause d'une erreur d'un mec qu'on n'a pas l'habitude qu'il nous fasse ça, quoi, en plus. Ouais, et qui est en plus c'est un peu l'un des éléments qui malheureusement défensivement aura pas forcément été au rendez-vous. Déjà qu'offensivement c'était pas simple pour lui, mais défensivement parlant, ça aura pas été un grand match de Fabien Santonze. Heureusement, Grenade Forever, je dirais que la deuxième mi-temps a quand même permis, tout comme un peu la première, mais a permis de montrer l'activité défensive de certains joueurs. Tout d'abord, bien sûr, l'activité défensive, notamment des milieux de terrain. J'en ai un peu parlé sur Twitter pour ceux qui ont pu le voir, mais on savait que Maïga, par exemple, a les capacités pour être un très très bon défenseur. Ce qui nous avait inquiété lors du match, notamment précédent contre Strasbourg, mais surtout contre Saint-Etienne, c'était de voir un Maïga qui, physiquement, était un peu à la traîne. L'implication physique était un peu compliquée, ce qui lui faisait que voilà, il était un peu plus agressif, faisait beaucoup de fautes, et que ça jouait beaucoup contre Metz. Là, on a retrouvé Grenade Forever défensivement, on peut dire le méga que l'on a connu. C'est-à-dire grosse densité de jeu, beaucoup présent physiquement. Je vous invite bien sûr à cette occasion à aller voir les statistiques de monsieur Maïga qui a quand même là aussi une très très grosse présence. On est sur un combo par exemple en termes de pressing réussi. Il en est à quoi? À peu près 39% de pressing réussi. On est sur une combinaison tacle effectuée interception d'à peu près 6. Beaucoup de présence défensive. Il y a un autre larron dont on va parler juste après qui a aussi été bon défensivement. Mais en tout cas, Grenade Forever, défensivement parlant, on a retrouvé le Maïga que l'on connaissait. Avec en plus, offensivement parlant, un joueur qui était aussi beaucoup plus actif d'ailleurs que défensivement. Je précise que Maïga a peut-être même été meilleur offensivement que défensivement durant ce match, mais défensivement parlant, il a quand même été à la hauteur du Maïga que l'on connaît. C'est le retour du Maïga de la saison dernière, du Maïga aussi qu'on avait vu, mais par intermittence en première partie de saison. Est-ce que ça veut dire qu'il a récupéré vraiment son Covid-19? J'ai envie de dire peut-être, mais c'est bien de le revoir comme ça, surtout qu'en plus il va être suspendu de match. En plus, c'est bien pour lui, puis c'est comme pour Boulaya, on en parlera après. C'est un mec qui fait partie des cadres et quand lui est bien au milieu de terrain, il bonifie
toute cette ligne du milieu et derrière, quoi. Puis ça permet aussi de libérer un peu plus encore offensivement Pape Matar Sarr qui était voilà, fidèle à lui-même. Oui, alors, transition parfaite, tu me parles de Pape Matar Sarr, parce que Sarr m'a quand même énormément surpris. On savait que Sarr était bon dans le jeu vers l'avant, il l'a montré à de très nombreux matchs. Là, pour le coup, Grenade Forever, j'ai fait aussi, j'ai associé le visuel que j'avais du match que j'ai additionné avec les stats. Visuellement parlant, j'étais très surpris des interventions défensives de Sarr qui ont été plutôt bonnes, notamment une intervention, si je me trompe pas, en première mi-temps où il fait un tacle, tu sais, limite dans la surface de réparation, à l'entrée de la surface de réparation, mais qui réussit très très bien pour le coup. Hein, un magnifique tacle qui est l'illustration de son très bon match défensif parce que Sarr a fait pour le coup davantage pour moi un match défensif qu'un match offensif. C'est-à-dire que là aussi, vous regarderez les stats défensifs, le monsieur réussit la moitié de ses pressings exercés durant le match. Combinaison tacle-interception de 10, 10 ballons récupérés, et vous voyez ces zones d'activité, c'est un joueur qui a été très actif dans toutes les zones du terrain sur l'aspect défensif. Et là, pour le coup, Grenade Forever, c'est quelque chose peut-être dont on ne s'attendait pas à voir sur ce match. On ne s'attendait pas à voir un Sarr autant impactant défensivement, alors qu'on se disait en avant-match que c'est peut-être là où il y avait la zone d'incertitude pour Sarr. C'était est-ce que Sarr, défensivement, va pouvoir faire, par exemple, ce que habituellement un Maïga fait, c'est-à-dire être présent dans les duels. On savait qu'offensivement, il y avait de la matière, mais défensivement, il y avait de l'incertitude. Là, on est quand même rassuré et agréablement surpris d'avoir cette performance défensive de Sarr. Hein. Ouais, il continue à nous épater un peu dans tous les domaines. C'est voilà, on attend de lui offensivement qu'il nous apporte, mais on voit même que défensivement, il est quand même aussi solide. Donc ça devient vraiment un joueur complet. Il a que 18 ans, donc c'est lui en fait le. J'ai envie de dire que c'est depuis janvier, c'est peut-être lui le patron du milieu de terrain, encore plus qu'Abi Maïa. Ouais. C'est fou de se dire ça à 18 ans. Ouais, et je vous dis, le plus surprenant, c'est que il était beaucoup plus sur un jeu orienté offensivement durant les matchs précédents. Là, pour le coup, c'est son meilleur match défensif, Sarr. Hein. Vous faites la comparaison avec toutes ces apparitions depuis le début de saison. Sarr a fait son meilleur match défensif, quoi. Ce qui prouve qu'il est capable de faire aussi des performances défensives, autres que ses bonnes performances offensives qu'il a pu faire par les matchs précédents, tu vois. Donc non, c'est bien d'avoir cette info que le monsieur a une palette lui permettant, à un très jeune âge de 18 ans quand même, de contribuer défensivement. Et donc pour le coup, ça laisse quand même les défenseurs centraux beaucoup moins seuls et beaucoup moins, tu sais, livrés à eux-mêmes vis-à-vis de l'adversaire, de pouvoir compter sur deux milieux de terrain qui défensivement sont présents durant le match. Tu vois. Et donc là, ça rassure énormément. J'ajouterai un troisième larron, Grenade Forever au milieu de terrain, qui là pour le coup nous a fait un match physiquement extraordinaire. Implication offensive, on l'a vu, puisqu'il est à l'origine du premier but. Il est à l'origine aussi du deuxième but, puisqu'il fait la passe pour Rudol qui amène le deuxième but. Mais Grenade Forever, c'est quoi ce match défensif de Boulaya? Franchement, il est au-dessus de tout le monde physiquement, Grenade Forever. C'est qui est physiquement meilleur que Boulaya parmi les joueurs de Metz? Moi, je trouve pas. Hein. Ah, c'est vrai que c'est difficile à dire. Bon, peut-être Aboubacar Kouyaté, qui impressionne physiquement. Non, mais tu sais, dans l'endurance physique, je veux dire. Tu sais, Sur la durée d'un match, des répétitions de course à haute intensité, dans ceux qui en font le plus, c'est souvent le milieu offensif et les milieux défensifs. C'est vrai que c'est lui, du coup, qui. Non, c'est le patron. Hein, Il a eu 2 matchs un peu de creux. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et je pense que là, il a retrouvé la plénitude de ses capacités physiques hier. Et on l'a vu, hein, il bonifie le groupe. Et de toute façon, on avait déjà loué ses qualités défensives. Quand il était moins bien, on louait quand même ses qualités défensives. Mais là, c'est vrai comme on loue plus ses qualités offensives cette saison, on en oublierait presque que défensivement, c'est quand même quelqu'un qui fait des efforts. Et là, hier, c'était impressionnant parce que
qu'il fait à la 90e minute, c'est lui qui impulse le pressing pour toute l'équipe. Beaucoup plus, même, des fois même beaucoup plus haut C'est que les attaquants. Voilà. Ouais. C'est lui qui il se déchire, quoi. Il déchire le maillot et c'est tout le groupe qui le suit derrière. Et c'est beau, c'est un modèle de. Ce qu'il a fait là, c'est franchement. Ouais, c'est un modèle d'implication, et puis ouais, tu le trouves des fois même sur le côté droit, carrément dans la zone de Fabien Santonge, en train de venir défendre, ce qui, moi, pour le coup, m'a laissé bouche bée. J'ai dit, ok, bon, bah c'est bon, le mec, il est au-dessus de tout le monde, quoi. Voilà, franchement. Et en plus, c'est lui qui tentait un peu d'amorcer des fois des attaques quand tu sais que la deuxième mi-temps, offensivement, a été quand même très 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 compliquée, même s'il y a eu des mini-actions de la part notamment de Leye Seka qui nous rate en plus une action où il aurait pu faire quelque chose, mais tu sens que pas ça, on dit encore une passe décisive qui lui est créditée. Hein, donc... C'est clair. Donc il y a le travail offensif, mais il y a surtout eu un immense travail défensif de Boulaya sur ce match. En tout cas, ce qui a retenu Grenoble Forever, c'est que défensivement, l'équipe s'est quand même beaucoup donnée et fait que Nice, à part ce penalty, n'a pas eu vraiment d'action hyper dangereuse en deuxième mi-temps. Et tu as quand même eu besoin d'être présent et être actif en deuxième mi-temps défensivement, mais tu n'as pas été martyrisé dans les actions que tu subis. Il y a quand même des menaces venant de coups de pied arrêtés notamment, venant de coups francs, par un peu des fois de laisser aller défensif, mais Nice n'a pas eu d'immenses actions cadrées pour la preuve. Oukidja a fait 2 arrêts durant le match, il a eu subi que 2 tirs cadrés seulement. Tu vois, pour preuve. Donc les actions n'ont pas été hyper dangereuses de la part de Nice. Hein. Ah bah non, mais est-ce qu'ils avaient forcément les moyens physiques de pouvoir faire plus Nice? Je n'en suis pas sûr. Ils avaient tellement donné mercredi contre Marseille. Bah après, j'ai envie de dire tant mieux pour nous. C'est clair. Dommage qu'on n'ait pas su tuer le match voilà, sur les 2-3 situations qu'on a eu en deuxième qui nous auraient pu nous faire du bien. Mais voilà, s'il n'y a pas ce penalty, moi je suis pas persuadé que Nice revient dans le match et je pense que le score peut finir même à 3-0 si t'as pas ce penalty. Ouais, c'est vrai que tu aurais pu, notamment en première mi-temps, espérer peut-être en mettre effectivement un troisième. En tout cas, on a fait un peu le tour des éléments de l'analyse du match, du contenu du match en lui-même. Bien sûr, mettez en commentaire si vous avez d'autres remarques à faire sur le contenu de ce match. Rapidement, Grenoble Forever, le classement. Regardons un peu ce qui se passe avec notamment cette victoire messine et les conséquences que cela amène. Le FC Metz est à l'heure actuelle à la 6e place du championnat avec un total de 38 points à égalité Grenoble Forever, c'est très important de le dire, avec 3 autres équipes qui sont elles aussi à 38 points, sachant que 7e, 8e c'est Marseille-Rennes et que ces deux équipes ont un match en retard. Donc peut-être qu'avec leur victoire, ils passeraient effectivement devant le FC Metz et le FC Metz ne serait plus 6e. Ce qui est important, c'est que par rapport notamment à l'histoire du top 10 à l'heure actuelle, Bordeaux, qui est le prochain adversaire des Messins, est 11e à un total de 33 points. Donc on a 5 points d'écart entre Bordeaux et Metz. Donc ce qui a retenu Grenoble Forever, c'est que c'est plutôt pas mal d'avoir gagné ce match quand tu sais que dans les adversaires derrière toi, Marseille a, comme vous le savez, fait match nul. On a eu aussi la défaite de Rennes à Montpellier. Angers a fait nul, Bordeaux a perdu, Brest a perdu, Reims a fait nul, Saint-Etienne a fait nul, Strasbourg a fait nul, Nice donc a perdu, Nantes a fait également nul, Lorient a perdu. Ce que je veux dire par là, c'est que les équipes derrière toi, à part au final Montpellier et juste devant toi Lens qui gagne, le reste a soit perdu, soit fait match nul. Donc tu as quand même pris un petit bonus intéressant sur cette journée. Hein. Je refais le trou par rapport à ce peloton de la mi-tableau qui t'avait un peu, ces 2 dernières semaines, était un peu revenu à tes basques. Ouais, de Brest à Nice, 31-29 points entre le 12e et le 16e. Hein. Voilà, tu refais un peu le trou, tu te redonnes encore une fois le droit un petit peu de rêver, mais surtout tu te rapproches pour moi, de la barre fatidique des 42 points et du maintien, il en manque 4.
On pourra parler peut-être d'autres ambitions à partir du moment où on aura cette barre des 42 points. Pour l'instant, continuons à prendre les matchs les uns après les autres. Il reste 4 points, j'ai envie de dire, pour le maintien. Pour l'instant, on vise ça. Et après, comme l'a dit Frédéric Antonetti, selon les résultats des uns et des autres, on pourra peut-être rêver à autre chose à un certain moment de la saison si on continue comme ça. Oui, il l'a très bien dit, à 3-4 journées de la fin, on verra où on sera et peut-être qu'on pourra espérer. Mais à l'heure actuelle, on prend les matchs les uns après les autres. Et c'est d'ailleurs des propos qui sont revendiqués par l'équipe. Braun disait en interview d'après-match qu'ils doivent prendre des matchs les uns après les autres, même si on garde peut-être un petit peu plus devant que derrière. Mais il faut prendre des matchs après les autres et il reste quand même encore 12 matchs. Donc il reste quand même pas mal de points à distribuer. Rien n'est terminé. Mais en tout cas, c'est sûr on est quand même très content d'être dans notre situation actuelle. Au classement, on a fait le tour. Maintenant, terminons Grenade Forever par ce que nous aimons faire, ce que vous aimez faire, ceux qui nous écoutez, à savoir le top et flop. Encore une fois, on attend votre top et flop dans les commentaires. Très important de donner votre avis. Nous partons Grenade Forever sur cette idée, tout d'abord du top. Le choix est pas simple, mais il y a quand même quelques petites idées. Quel est ton top Grenade Forever sur ce match? Ah, quand même Farid. Ça va être dur de pas donner Farid, hein, quand même, hein. Farid Boulaya. Ça va être dur. Puis voilà, je crois l'avoir mis dans mes flops. Ça devait être à Saint-Etienne ou contre Strasbourg, où j'avais dit c'est la première fois qu'on le voit dans une case où on le met pas dans les tops. Bah voilà, il a remis entre guillemets l'église au milieu du village. Le patron a remis l'église au milieu du village. Et quand on l'avait dit, quand lui va bien, toute l'équipe va bien et généralement tu ne perds pas et tu grattes des points quand lui fait un bon match. C'est ce qui s'est passé, hein. Décisif sur le premier but, son boulot défensif en deuxième mi-temps qui permet au collectif de ne pas flancher sur la fin de match. Donc franchement non, respect. Ouais. Puis son rôle aussi sur le deuxième but, hein, puisqu'il redirige le jeu sur, comme je l'ai dit, sur Udol, en temporisation. Et ouais, effectivement, offensivement, il y a un rôle indéniable dans ce match. Défensivement, un rôle très 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 important. Et donc, je suis d'accord avec toi, hein, Boulaya pour moi. Je noterai aussi mention honorable quand même pour Maïga qui nous fait enfin un comeback, hein, parce que pour le coup, le Maïga des derniers matchs nous avait pas trop plu. Ce Maïga-là nous plaît beaucoup beaucoup plus. Donc, mention honorable pour Maïga. Et aussi, ça fait plaisir de voir Gay marquer, lui qui, on sait, est un petit peu quand même dans une situation pas simple au niveau de son évolution personnelle depuis quelques matchs, hein. Il est plus vraiment titulaire indiscutable, mais il a une opportunité de marquer, il l'a saisi, et donc dans la confiance, c'est pas mal pour lui. D'ailleurs, encore un bonus pour Sarr dont on a beaucoup parlé durant l'analyse du contenu, qui lui aussi a fait un match aussi plus que satisfaisant. Partons sur, bien sûr, les flops. Et là, Grenade Forever, je te dirais que le flop, il y a quand même un choix qui s'impose, mais peut-être que tu as un choix différent. Quel est ton flop sur ce match? Malheureusement, j'ai envie de dire Fabulous Fab. Ah, le Fabulous Fab. C'est comme Boulaya il y a 2 semaines. Je crois que c'est la première fois qu'on va le mettre là. Et ça sera peut-être la seule fois de la saison. Il a fait un mauvais match, hein, on a le droit de le dire. Pour une fois qu'il fait un mauvais match, que ça soit offensivement, hein, où il n'a pas du tout apporté, il est quasiment pas monté. Déjà, le connaissant, c'est très rare. Mais quand en plus, défensivement, il est pas bon sur l'homme, alors que généralement, en un contre un, il est quand même impassable. Voilà, il est passé au travers. Puis il a fait une faute, voilà. Pour quelqu'un qui a des prétentions, comme on lui dit depuis de nombreuses semaines, il peut pas se permettre de faire ce genre de faute. Ah bah Deschamps, pas précis, hein. C'est sûr. Hein. Est-ce que ça joue dans la tête, tous ces mots de dire, que toute la presse dise, c'est lui peut-être le futur latéral droit de l'équipe de France, j'en sais rien. Est-ce que ça le travaille un peu? Je sais pas comment il réagit, mais c'est vrai qu'hier il a fait un mauvais match, c'est assez rare pour être souligné, mais voilà, j'espère qu'il va corriger ça. Après, faut pas oublier que le mec là ne joue tous les matchs, C'est il clair. se repose jamais, et puis j'ai envie de dire, c'est même logique, hein, c'est un être humain, donc ça peut lui arriver de passer au travers.
Mais justement, s'il passerait pas au travers, ça serait illogique. C'est pas un robot, donc. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi aussi, pour moi, il est un flop. Il a son coup de mou, tout simplement. Fallait que ça arrive à un moment donné. Ça arrive sur ce match-là. Et ouais, et c'est vrai que même les moments où il aurait pu vraiment se reposer, bah finalement, il doit quand même jouer. Hein, quand tu vois ce qui se passe à Amiens, où il rentre en cours de match en première mi-temps, alors qu'il n'était pas censé jouer de la rencontre. Bah oui, effectivement, ça joue aussi. Et ouais, il a son coup de mou, donc ça n'empêche pas que ça ne doit pas être une excuse pour pas le classer de flop, hein, parce que pour le coup, il a quand même, parmi tous les joueurs de Metz, plus raté son match que les autres. Hein. Mais ouais, on espère que voilà, ça va pas déboucher d'ailleurs sur une autre mauvaise performance, qui lui, on sait, pour autant, est un joueur très très important dans la réussite de Metz depuis le début de saison. Donc on s'inquiète pas, hein, c'est un petit coup de mou, ça peut être comme Maïga, hein, un petit coup de mou et puis ça repart. Mais voilà, il faut faire attention de la part peut-être du futur latéral droit de l'équipe de France. En tout cas, voilà, pas de panique bien sûr sur Monsieur 111, mais une mauvaise performance qu'il faut signifier. On a fini Grenade Forever, ce débrief long. J'espère que vous l'avez apprécié ceux qui nous écoutaient. Hein. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce match dans les commentaires avec notamment les top et flops. À vous abonner bien sûr, hein, comme d'habitude, pour nous soutenir. Un grand merci à ceux et celles qui l'ont déjà fait et qui vont le faire. Merci à toi, Grenade Forever, d'avoir participé à ce débrief en ma compagnie. Merci à toi. Et pour vous, ceux qui nous écoutez, les auditeurs, on vous donnera rendez-vous pour normalement l'avant-match, peut-être quelque chose avant, mais surtout l'avant-match de la prochaine rencontre contre Bordeaux, un adversaire qui sera très intéressant, qui lui aussi n'est pas très bien, donc on vous donnera toutes les informations dans une vidéo qui sortira le matin du match, et donc on se retrouvera à cette occasion-là. Portez-vous bien, pensez aux autres, pensez aussi à votre santé hein, dans ces moments pas très simples, et tout ce que l'on peut vous dire c'est allez le FCMS, allez à la prochaine.